En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa annonce un assouplissement très progressif du confinement à compter du 1er mai prochain. On en parle dans cette édition. Au Sénégal, la police a annoncé l'interpellation de 74 jeunes d'un quartier de Dakar pour violation du couvre-feu instauré contre le Covid-19. Le pays a officiellement déclaré 412 cas et 5 décès. Et puis, sale temps de Ramadan pour les musulmans au Maroc. Le gouvernement instaure à partir de samedi, premier jour du jeûne dans ce pays, un couvre-feu. Objectif, limiter la propagation du coronavirus. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a annoncé un assouplissement très progressif du confinement à compter du 1er mai prochain. Cette mesure très stricte de confinement a été mise en place depuis le 27 mars dernier pour lutter contre la pandémie de nouveau coronavirus. That beyond Thursday, the 30th of April, au-delà du 30 avril, nous devrons commencer une reprise graduelle et par phase de l'activité économique. Nous mettrons en œuvre ce que nous appelons une stratégie ajustée au risque, grâce à laquelle nous adoptons une approche prudente de l'assouplissement des restrictions du confinement actuellement en vigueur. Alors qu'un confinement national est probablement le moyen le plus efficace pour contenir la propagation du virus, il ne peut être prolongé indéfiniment. Nous devons éviter une réouverture précipitée qui risquerait d'entraîner une contagion qui nécessiterait un autre confinement strict. Sale temps pour les musulmans en cette période de Ramadan au Maroc. Le gouvernement a instauré à partir du samedi, premier jour du jeûne dans ce pays, un couvre-feu. L'objectif est de limiter la propagation du coronavirus. Les détails. À partir de samedi, premier jour du Ramadan au Maroc, il sera formellement interdit aux citoyens de se déplacer hors de leur domicile ou sur la voie publique entre 19h et 5h locales, déclare le ministère de l'Intérieur dans ce communiqué. Les autorités locales et les services sécuritaires veilleront à l'application des mesures de contrôle strictes, ajoute-t-il. Traditionnellement, pendant le Ramadan, les Marocains sortent en foule dans les rues après la rupture du jeûne pour se rendre à la mosquée, prendre un café ou se promener dans les rues. Le Conseil des oulémas, l'institution religieuse officielle, a émis cette semaine une fatwa appelant à respecter le confinement pendant le Ramadan, la préservation de la vie contre tous les périls primant du point de vue de la charia sur tout autre acte, y compris la réunion pour les prières. Pour limiter la contagion, le Maroc a suspendu les liaisons aériennes, fermé les cafés, les restaurants, les commerces non essentiels et les mosquées avant de déclarer un état d'urgence. Plus de 61 000 personnes ont été interpellées lors de contrôles selon le dernier bilan officiel. Le dernier décompte du ministère de la Santé fait état de 3 568 cas confirmés de maladie Covid-19 avec 155 décès et 456 rémissions depuis le début des tests mi-mars. Au Sénégal, la police a annoncé l'interpellation dans la nuit de lundi à mardi de 74 jeunes d'un quartier populaire de Dakar. Ceci pour violation du couvre-feu instauré contre le Covid-19. Le pays a officiellement déclaré 412 cas de contamination par le Covid-19 et 5 décès. Des précisions à travers ces images. La police sénégalaise a interpellé 74 jeunes de la Médina, un quartier populaire de Dakar, dans la nuit de lundi à mardi pour violation du couvre-feu instauré contre le Covid-19. Des jeunes de ce quartier jouent dans le centre de Dakar bravent depuis plusieurs jours le couvre-feu annoncé le 23 mars dernier par le président Macky Sall pour tout le pays. Des images circulant sur les réseaux sociaux les montrent défiant la police ou jubilant. Le ministre sénégalais de l'Intérieur avait alors prévenu que ces actes allaient cesser. Le Sénégal a déclaré officiellement 412 cas de contamination par le Covid-19 et 5 décès.
Plusieurs cas ont été rapportés à la Médina. La pandémie est restée jusqu'alors relativement contenue au Sénégal, mais les autorités observent avec préoccupation la progression des transmissions dites communautaires, c'est-à-dire que l'on ne peut relier à des cas connus. Les autorités sénégalaises ont fermé les frontières et les écoles et interdit les rassemblements et les prières collectives ainsi que la circulation entre les villes. Elles ont imposé dimanche le port obligatoire du masque dans les services publics et privés, les commerces et les transports. Elles se sont gardées jusqu'alors d'imposer le confinement qui représenterait un défi considérable dans ce pays dont une bonne partie de la population vit au jour le jour. En bref, aux Comores, le président Azali Assoumani a assuré qu'aucun cas de Covid-19 n'avait été enregistré dans son archipel. Il contredit ainsi des affirmations de la France. La semaine dernière, en effet, l'ex-ministre française Dominique Voynet, patronne de l'Agence régionale de santé de Mayotte, île française située à 70 km de l'Union des Comores, avait annoncé que la mort début avril du grand moufti des Comores avait été provoquée par une infection au nouveau coronavirus. Des déclarations qui avaient provoqué une nouvelle poussée de fièvre politique entre les Comores et la France. L'Union des Comores est l'un des rares pays au monde à ne pas avoir officiellement confirmé de cas de Covid-19. Autre actualité dans cette édition, au Bénin, les réactions au lendemain de l'ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples se poursuivent après l'annonce par l'État béninois de son retrait du protocole de la Cour. Maître Isiaka Mustafa, l'un des avocats du requérant Sébastien Ajavon, est monté au créneau. Voici la substance de son intervention. Je n'ai pas la preuve de l'introduction de cette lettre-là. Si ce retrait existe, c'est qu'avec l'état actuel de la jurisprudence, la Cour admet la possibilité aux États de retirer au nom du principe de caractère unilatéral de cette déclaration. Donc, c'est eux qui ont fait leur déclaration, ils peuvent retirer. Mais s'ils doivent retirer, c'est qu'il faut respecter un préavis d'1 an. Et en plus, les procédures qui sont en cours doivent aller à leur terme. Donc ici, les décisions qui sont déjà rendues ont été rendues pendant que la déclaration était en vigueur. Donc il faut exécuter toutes ces décisions-là. Les procédures qui sont en cours doivent aller à leur terme. En plus, le retrait ne produira d'effet qu'après un délai d'1 an. La preuve, le Rwanda, malgré cela, a exécuté la décision et a libéré la dame. Puisque la Cour, au fond, a rendu la décision ordonnant à l'État rwandais de mettre immédiatement Mme Ngabire en liberté, ce qui a été respecté. Donc, si on doit retenir quelque chose, c'est que cette déclaration, elle est distincte du protocole qui a créé la Cour. C'est une déclaration qui permet aux ressortissants de saisir directement cette juridiction. C'est une déclaration unilatérale. Lorsqu'un État souscrit ça, il y a une jurisprudence de la Cour qui permet de retirer, mais quand on doit retirer, il faut un préavis d'1 an et cela n'a pas d'effet sur les procédures qui sont en cours, ni sur les procédures qui seront engagées dans le délai d'1 an. Et cela n'a pas davantage d'effet sur les décisions qui sont déjà rendues, qu'il faut exécuter absolument. Parce que l'article 30 du protocole dit que les décisions sont directement exécutoires. Donc il faut les exécuter. Au Mali, le ministère de l'Administration territoriale a communiqué des résultats provisoires du second tour des élections législatives de dimanche dernier. Selon ces résultats, le RPM, le parti au pouvoir, se positionne en tête. Le parti présidentiel au Mali était en tête des résultats des élections législatives de mars-avril, avec 43 députés sur 147 à l'Assemblée nationale, selon les chiffres officiels provisoires publiés ce jeudi. Il perd une vingtaine de sièges par rapport aux élections législatives de 2018. Avec 43 députés, la formation du président Ibeka est loin d'avoir obtenu la majorité. Le parti présidentiel, le Rassemblement pour le Mali, est suivi d'un autre parti de la mouvance présidentielle, l'Alliance pour la démocratie au Mali, ADEMA, qui obtient 22 députés. Vient ensuite la formation de l'ex-premier ministre et principal opposant Soumaïla Cissé, l'Union pour la République et la démocratie, qui obtient pour sa part 19 députés. Le taux de participation au second tour des législatives s'élève à 35,33% selon ces résultats provisoires qui doivent être validés par la Cour constitutionnelle. Après le RMP, l'ADEMA et l'URD, trio de tête,
Le reste de 63 sièges de l'Assemblée nationale se partagent entre 18 autres formations parmi les 21 qui ont participé à ces législatives, dont les premiers et deuxièmes tours se sont tenus respectivement le 29 mars et le 19 avril. 22 sièges avaient été pourvus au premier tour. Ces législatives avaient été maintenues malgré le contexte marqué par les violences djihadistes et le nouveau coronavirus. Le Mali a déclaré 258 cas confirmés, dont 57 guéris et 14 décès. L'enjeu du scrutin était de renouveler un parlement élu en 2013 et dont le mandat devrait s'achever en 2018 et faire avancer l'application de l'accord de paix d'Alger. En République démocratique du Congo, le gouvernement s'oppose à toute sécession du territoire. Plusieurs dizaines de policiers ont encerclé hier jeudi à Kinshasa la résidence du gourou d'un mouvement politico-sectaire. Son creuset est à l'origine de plusieurs affrontements meurtriers ces dernières semaines dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo. Les images. Les policiers ont entouré sans encore donner l'assaut la résidence du mouvement Bondo Dia Congo. Bandeau rouge noué autour de la tête, plusieurs dizaines de ses partisans ont défié les forces de sécurité. Des officiels étaient présents sur les lieux dont certains sont allés négocier avec le gourou dans sa résidence. La veille, 14 de ses adeptes avaient été tués par les forces de sécurité à Songololo, dans la province voisine de Congo central, le long de l'unique route qui relie Kinshasa à ses seuls débouchés maritimes. Il s'agissait d'une opération de rétablissement de l'ordre public face aux adeptes qui veulent chasser du Congo central les non-originaires, c'est-à-dire des Congolais venus d'ailleurs, a indiqué le ministre de l'Intérieur Gilbert Kakondé dans un communiqué. Une dizaine de personnes, adeptes et policiers, ont été tués dans 2 précédents accrochages le long de la route interétat numéro 1, mi-avril. Fin mars, la police avait dispersé à Kinshasa un rassemblement de la secte qui violait l'interdiction de tout rassemblement public de plus de 20 personnes, une disposition de l'état d'urgence sanitaire décrété par le chef de l'État face au Covid-19. Le Bondo Dia Congo affirme vouloir reconstituer le royaume du Congo tel qu'il existait au XVe siècle avant la colonisation de l'Angola au Gabon. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.